Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. Il commence en étant tout gentil. Il vient d'abord comme un homme attentionné. Et par la suite, il devient cet homme qui m'oblige directement à me prostituer. Je m'appelle Grace. Je suis d'origine camerounaise. Je suis âgée de 26 ans cette année. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement d'Uni par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement d'Uni et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivants d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivants de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 4, sous l'emprise d'un conjoint proxénète. Comment tu te sens ? Je dirais chamboulée, contente, parce que c'est ma première fois dans un studio où je peux parler de ma situation. Et aussi, c'est comme une sorte de thérapie pour moi. Parler, c'est bien, ça libère. Et ça fait aussi plaisir de s'écouter en parlant et de savoir que mon témoignage va aider d'autres personnes. J'ai fait des études dans la communication et médias en Hongrie. J'ai aussi fait des études de psychologie, mais une année au Cameroun, à l'université de Douala. Je suis aujourd'hui dans le podcast La Vie en Rouge pour témoigner de ma situation en tant qu'ex-prostituée, si je peux le dire comme ça. Afin que ça aide aussi d'autres femmes qui subissent la même situation que moi et qui veulent sortir, qui veulent en parler, qui veulent dialoguer, qui voudraient savoir que d'autres femmes ont subi la même situation, mais elles ont pu s'en sortir. Avant de venir en Europe, ma vie familiale, elle était assez stable. Je suis l'aînée de 2 sœurs et un frère avec une mère très adorable, très présente pour l'éducation de ses enfants. J'ai fait des études au Cameroun jusqu'à obtenir mon baccalauréat série A, donc littéraire. Et j'ai fait une année à l'université de Douala. Cependant, à la recherche d'une vie assez stable, je me suis référée à des études en Europe. C'est de là où j'ai obtenu un certificat d'études pour la Hongrie en communication et médias, à mes propres frais. Ma pension, mes frais de nourriture, de logement étaient générés par mes parents. Au Cameroun, il y a des tensions dans la zone anglophone, mais d'où j'ai vécu, c'était assez paisible. J'ai pas connu de guerre, j'ai pas connu d'incision comme d'autres. En ce qui concerne le Cameroun, je dirais que de ma connaissance, c'était plutôt calme. En tant que femme, en tant qu'être humain même, j'avais des envies de m'épanouir plus, de me dire que, voilà, si je décide de prendre une décision pertinente ou qui ne me concerne que moi sur le domaine du travail, que les opportunités ne soient pas limitées. Parce que je ne compte pas critiquer mon pays, mais je dirais qu'en opportunité professionnelle, les portes ne sont pas tellement ouvertes qu'en Europe. J'aspirais à plus grand. Aller étudier en Europe m'aurait ouvert d'autres portes plus grandes et plus importantes qu'au Cameroun. J'ai fait des recherches sur le net pour avoir une admission scolaire. Et j'ai obtenu cette admission à l'université de Novaroche en Hongrie.
Ma première année, ça a été très difficile de pas la langue. Au départ, quand je suis arrivée, j'avais un accent anglais et des lacunes à pouvoir m'exprimer, à pouvoir échanger. Et en anglais, il y a comme une sorte de conservation sur des valeurs. Donc, ils donnent plus de la valeur sur la langue hongroise que la langue anglaise. Et d'où j'étais dans une province, c'est qu'ils limitaient mes opportunités d'expression et de rencontre avec mon entourage. Je ne parle pas hongrois. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille, je n'avais personne avec qui je pouvais bavarder, avec qui je pouvais échanger. J'étais toute seule dans ma colocation et même mes colocataires de chambre aussi, elles venaient d'autres pays. L'échange entre elles et moi était assez difficile. Donc tu étais très seule? Oui, j'étais très très seule. C'est là que j'ai fait une rencontre, si je dirais, amoureuse, fictive. J'emploie le mot fictif parce que cette rencontre a été comme une sorte d'échec. Je me suis fait à moi-même un miroir d'une relation stable, mais qui n'était pas cela en fait, qui s'est plutôt avéré être une source de problème. C'était même une situation de violence. Ah oui. Très, 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 très violente, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, que ce soit moralement et psychologique. Ça m'a créé beaucoup de soucis, même avec ma propre famille. Ça a créé des tensions que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à stabiliser, mais on essaye d'avancer. Effectivement, c'est arrivé. Voilà, on accepte. J'ai fait la rencontre d'un homme dans un marché de Noël qui m'a fait comprendre que lui aussi, il était de mon origine et je suis précisément de l'Ouest, Cameroun. Alors, à l'Ouest, de ma part, je dirais que nous sommes aussi un peuple assez conservateur sur des valeurs, comme quoi le peuple bantou. Et nous sommes très attachants. Le fait de rencontrer une personne qui a ces mêmes valeurs que moi et de la rencontrer à un moment où je suis toute seule, ça a été comme une ouverture d'esprit. Je me suis dit que finalement, je rencontrais cette personne avec qui je pouvais échanger, avec qui je pouvais avoir ce que je n'arrivais pas à avoir, une stabilité maritale, une stabilité émotionnelle, une stabilité morale. Et c'est de là qu'il s'est servi de moi. Et il y a eu plein de situations qui sont arrivées par la suite. Il commence en étant tout gentil. Il vient d'abord comme un homme attentionné, comme celui-là qui comprend, qui écoute, qui est présent, qui me soutient, qui veut être cet ami, ce frère avec qui je peux échanger. Et par la suite, il devient cet homme qui m'oblige directement à me prostituer, qui me fait entrer dans un milieu où je n'avais jamais imaginé me retrouver. D'ailleurs, je ne porte pas un jugement, mais de ce que j'ai subi, ce n'est pas ce que j'attendais de lui. Il t'isole de ta famille et Oui. qu'il te fait quitter tes études. Ah ça. Déjà, il me demande de couper les ponts avec mes parents. Il me demande de les supprimer de tous mes réseaux. C'est ce que je fais parce que je me dis que peut-être mes parents ont la vision ancienne et que si j'écoute mon instinct et mon cœur, forcément, ça ne me trompera pas. Je voyais un homme attentionné, un homme présent, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui dit et qui fera. Je n'ai pas écouté mes parents parce que mes parents m'avaient prévenu qu'ils trouvaient ce jeune homme pas du tout sérieux, mais je ne les ai pas écoutés. Ils savaient que ma situation en Hongrie, déjà, avait la frustration que je n'arrivais pas à en parler à mes parents parce que je suis une personne pas assez ouverte, si je peux dire comme ça, très restreinte, qui ne parle pas beaucoup. Donc, il s'est joué de cela. Et il a su me manipuler. Quand je coupe le contact avec mes parents, c'est là où il me fait comprendre que directement, il veut m'épouser. Il voudrait que lui et moi, on commence une nouvelle vie, une vie de couple, une vie de foyer. Il me disait vivre sur Paris et que quand on allait quitter la Hongrie, on allait se retrouver sur Paris. Juste avant que ton titre de séjour en Hongrie arrête, il te pousse à arrêter tes études. Il me pousse à arrêter mes études et il prend le prétexte comme quoi il va me trouver une autre formation sur Paris, meilleure que ce que je faisais, que communication et médias. Il me fait comprendre que en venant en France, j'aurai des opportunités professionnelles et éducatives et aussi on pourra vivre ensemble dans un appartement.
En vérité, ça devient un réseau de prostitution, involontairement de moi, mais je me sens obligée parce que il prend des raisons comme quoi je n'ai pas le choix. J'avais été exclue de mon école, donc il le savait déjà et il savait que mon titre devait expirer dans pas longtemps. Donc, il m'a fait comprendre qu'il aurait le temps de pouvoir me trouver du travail, de pouvoir m'inscrire dans une école et de pouvoir s'installer avec moi en France. Et je me disais que c'était plutôt bien ce plan, mais plus tard, ça a été plutôt un autre plan. Il m'a emmené tout d'abord en Allemagne, où on a fait pratiquement 9 mois. Je ne me rappelle plus très bien de la ville. Je crois que ça finissait par Brücken, comme ça. De là, nous étions dans un Airbnb où on vivait. Je ne connaissais pas son nom, je ne connaissais pas son prénom, je n'avais aucune identité de lui. Je n'avais aucune information pour mettre sur le visage. Tout ce que je savais, c'était que je vivais avec un homme. Voilà, il mentait surtout. Il mentait surtout. Il mentait même sur son âge. Dans le Airbnb, il commence directement à me dire, tu sais, moi, j'aime bien des parties de jambes balais à 3, à 4, des pas à 12. Et puis, je lui fais comprendre que ce genre de choses, ce ne sont pas dans nos cultures africaines. Ce ne sont pas dans nos mœurs. Et je suis choquée. La première fois qu'il me l'a dit, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment toi, avec qui j'échangeais au départ, j'avais l'impression qu'on partageait les mêmes valeurs, les mêmes idéologies. Tu te retrouves dans ce genre de mots. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis, il me fait comprendre que c'est ça mon quotidien. Et on a besoin de faire ça parce que je n'ai plus de travail, je n'ai pas d'argent, j'ai perdu tout. Donc, si tu le fais pour quelque temps, pour 1 ou 2 mois, personne ne le saura. Il n'y a pas ta famille ici, il n'y a pas tes amis ici. Personne ne va te juger et voilà, ce sera que pour quelque temps. Mais quelque temps, c'est devenu 9 mois. En fait, il est un proxénète. Oui. Et il utilise les mêmes méthodes qu'utilisent les proxénètes avec toi. Mais sauf que toi, tu es sous emprise et que tu n'as pas le choix, en fait. Oui, et je continuais toujours à me dire, même dans ça, que peut-être c'était juste éphémère, peut-être il avait du bon en lui, peut-être c'est ça qu'une femme devait faire pour conserver son foyer, peut-être que c'était ça, être une femme au foyer, obéir. Il me disait c'est ça que je devais faire et puis il me disait que tu le fais pour une bonne cause, tu le fais pour nous deux et ensuite on aura cette vie stable là que on a tant voulu tous les deux. La première fois, ça a été un choc pour moi, horrible. Ça a été très horrible pour moi de vivre cela parce que la première fois, il me dit il y a 2 hommes qui viendront. Et il faudra faire ce qu'ils te diront. Après, peut-être on va s'arrêter là. Je me suis dit d'accord. C'était lui qui gérait tout, qui gérait la recherche des clients, qui gérait aussi les finances. Je n'avais pas droit aux finances. Je ne connaissais même pas combien en tout on gagnait par semaine. Parce qu'au tout premier mois, c'était juste 1 à 2 fois par semaine. Mais quand il s'est rendu compte que je pouvais accepter parce que je n'avais pas le choix, c'est devenu récurrent. Donc, je subissais de la prostitution tous les jours, à des heures non fixes, que je sois en humeur, que je me sente bien, que je me sente malade, que je me sente triste, ce n'était pas son problème. Le plus important pour lui, c'était juste que je puisse rapporter de l'argent à travers l'acte sexuel. Ces 2 hommes-là m'ont proposé des pratiques obscènes, m'ont dit ils devaient me prendre par derrière, ils demandaient par l'ANA, ils demandaient des fellations, ils demandaient plus des choses que je n'avais jamais fait de ma vie, des choses que je trouvais très sales, ils me les demandaient. Quand ils sont partis, je lui ai dit mais cette vie-là, c'était pas cette vie qu'on s'était promis et lui, il me disait toujours t'inquiète pas, ça va pas être pour longtemps, personne ne saura. Et puis d'ailleurs, pense que tu n'as plus de documents, tu n'as plus de situation, tu n'as personne, tu n'as pas de famille ici, comment est-ce que tu feras? Et je me retrouvais à me dire, et effectivement, c'est uniquement lui, ma famille ici. Donc, j'ai accepté. Mais il devient violent aussi.
Oui, il était très violent, verbalement et physiquement. Plusieurs fois, il m'a battue. Je me suis tue. Plusieurs fois, il a essayé de m'asphyxier. Et quand je me suis révoltée, plusieurs fois, quand je dis je n'ai pas envie ce soir-ci de me prostituer, il me battait. Il me battait, il m'asphyxiait et il faisait 2 jours sans me donner de quoi manger. C'est lui qui choisissait tout, je ne choisissais rien. Que ce soit la clientèle féminine, c'est lui qui choisissait. C'est lui qui fixait les heures, c'est lui qui fixait les prix, c'est lui qui fixait tout. Alors tu dis la clientèle féminine, qu'est-ce que c'est dire? Il y avait des hommes et des femmes comme clients? Oui, il y avait des hommes et des femmes comme clients qui venaient, qui voulaient expérimenter des parties à 3, des couples même, des personnes pas très jeunes, dans la quarantaine, qui me demandaient des pratiques assez sales, obscènes, que je dirais, mais je le faisais. Et il y avait aussi des sadiques qui préféraient la violence qu'à l'intimité. Et ça, je l'acceptais. Et lui, il était assis sur la chaise, il attendait. Il ne disait rien. Il prenait juste l'argent au client. C'est tout ce qu'il faisait. Mais il restait dans la pièce. Il restait dans la pièce et puis il disait, c'est bien, ça, tu fais du bon travail, bientôt on va arrêter, t'inquiète pas. Et au fil du temps, quand ça faisait déjà 4 mois, 5 mois, je commençais à m'interroger, à pleurer, à me demander, mais comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ça? Comment faire pour en sortir? Quelle est l'issue? Et je n'en trouvais aucune. Parce que en Allemagne, vu que je parlais pas allemand, vu que j'ai pas de famille, vu que j'ai pas d'amis, j'ai rien, j'ai pas d'argent, comment est-ce que je vais commencer pour expliquer ma situation? C'était ça mon problème. À qui le dire et comment le dire? J'avais aussi peur du regard d'autrui. Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Qu'est-ce qu'ils diront? Ne vont-ils pas me juger? Ne vont-ils pas dire que j'ai été volontaire, j'ai accepté de me prostituer? Ne vont-ils pas trouver que c'est lui l'homme, il n'a pas tort? Parce que je me posais tellement de questions. Parce que je me disais que si déjà des personnes en tant que clients viennent et savent que je ne veux pas me prostituer, mais m'obligent à le faire, m'obligent à faire des pratiques, m'obligent à faire des fellations, m'obligent à faire ceci, cela, comment est-ce que je pourrais m'exprimer? Ils comprenaient très bien parce que je disais aux clients que, s'il vous plaît, arrêtez, je ne suis pas une prostituée, je n'aime pas ce que je fais, est-ce que vous pouvez m'aider? Et aucun ne disait un mot, aucun. Et c'est de là que je me suis dit, si ces gens-là qui viennent pour profiter de moi, pour de l'argent, n'arrivent pas à en parler, est-ce que si je vais dehors pour dire que voilà, je subis la prostitution ou bien que je vis avec un bourreau, est-ce que c'est moi qui ne serais pas plutôt vue comme l'agresseur? Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution, qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.